Dans cette campagne, vous le disiez, vous avez eu plusieurs attaques, notamment des insoumis, et il y en a un qui a rejoint la liste insoumise et qui était votre collègue dans l'équipe municipale précédente, Sébastien Barle, qui était en charge aussi de ces dossiers-là de transition énergétique. Et quand il disait dans cette campagne que le maire Benoît Payan n'est pas allé assez loin, n'a pas été aussi étant audacieux, entreprenant sur ces questions-là alors qu'il y a urgence, ça vous a peiné? Vous avez pris ça comment? Comme un jeu politique ou peut-être qu'il y a une remise en question? Parce qu'en fait, il a eu une augmentation constante de budget et de moyens, donc il a obtenu à peu près tout ce qu'il voulait pour pouvoir fonctionner dans cette mandature. Donc s'il y a un échec de sa délégation, c'est le sien d'échec. Par contre, ce qui m'a vraiment peiné, c'est quand il a affirmé, je crois que vous l'avez tous entendu, que nous étions de faux écologistes. En fait, on n'a jamais été engagés, selon lui, dans des grands combats, et on est de faux écologistes, c'est-à-dire que je suis quelqu'un du Parti Socialiste déguisé en écologiste, c'est sa vision des choses, et ça c'est une fake news, et c'est dommage de se prêter à ce jeu-là. Bon, voilà. Il y a deux choses anormales, c'est que il n'est pas démissionné, et que Benoît Payan ne lui a pas levé sa délégation. Alors, moi je suis Benoît Payan, je suis maire, tu t'en vas, il n'y a pas de problème. Ben, comme ça s'est fait pour d'autres, hein. Ça on n'a pas compris. Je crois que et à l'arrivée c'est des mecs comme toi qui font leur boulot, qui est écolo, parce que tu auras compris que dans des attaques comme ça, tu es en première ligne. Je n'ai connu que le Parti écologiste. Donc en même temps, moi tu es fidèle, pas comme certains. Et du coup, c'est pas beau, quoi, c'est pas propre. Non, c'est pas propre, bien sûr c'est pas propre, il aurait dû démissionner, c'était sa responsabilité, de son mandat d'adjoint. À ce moment-là, j'aurais compris qu'il démissionne de son mandat de conseiller d'arrondissement. Politique, mais en fait, il a gardé le mandat d'adjoint jusqu'au bout, celui qui est indemnisé, puis il a démissionné du mandat bénévole de conseiller d'arrondissement. Mais pourquoi Benoît Payan, il ne doit pas le lever? Ça aurait été logique qu'il lui enlève. Enfin, moi, je fais ça. Je pense qu'il a eu raison, Benoît, de renvoyer à la responsabilité de l'élu. Il était en charge d'une délégation. S'il souhaitait aller jusqu'au bout, il en endossait le bilan. Hervé Manchon, parmi les thématiques qui ont accompagné le premier mandat de Benoît Payan, il y avait la question des croisières. On se souvient de cette pétition pour réguler à minima les croisières sur le littoral marseillais, face à l'impact évidemment environnemental, notamment sur deux secteurs de la ville, je pense à la Major et à l'Estac. Est-ce que les croisières, ça restera un sujet dans ce nouveau mandat? Est-ce que vous allez passer à l'acte, si j'ose dire, alors que pendant ce temps-là, l'électrification à quai se poursuit? Lentement mais sûrement, diraient certains, mais ça se poursuit. La question du croisiérisme reste un sujet qui est dans le programme d'ailleurs. Donc concrètement, vous voulez faire quoi pour les personnes qui n'ont pas suivi? Déjà, il faut un autre modèle touristique. Voilà. Si vous avez 2000 personnes qui descendent d'un bateau et qui arrivent dans Marseille comme si c'était Disneyland, ça ne fonctionne pas en réalité. Ils prennent des bus qui sont là, qui tournent toute la journée en été, qui font des émanations toxiques pour pouvoir mettre le chauffage en marche en hiver et la clim en été. Puis ils partent dans les environs de Marseille en excursion, ou alors ils restent enfermés dans le bateau et puis ils consomment à l'intérieur du bateau, pendant que celui-ci, s'il n'est pas raccordé à l'électricité, produit des fumées toxiques qui viennent empoisonner les riverains à qui on dit ne roulez plus en voiture parce que c'est la ZFE. Mais le bateau, lui, peut polluer. Donc c'est ça que nous allons négocier. Ça n'est pas entièrement sous notre responsabilité, mais par contre, on a un pouvoir de négociation. On siège au Grand Port Maritime de Marseille et on siège dans d'autres instances. Je pense au comité de baie, par exemple, où l'on peut influer sur certaines décisions et venir introduire un autre modèle touristique. Il y a aussi un Marseille caché. On ne va pas tous se mettre des déguisements provençaux pour satisfaire à un certain modèle touristique dont on se fiche éperdument. On veut faire découvrir le vrai Marseille, et le vrai Marseille, ce ne sont pas des légions de 2000 touristes qui débarquent comme ça dans le panier ou ailleurs. J'attends impatiemment le carénage à 1 euro, parce que ça... On va en parler après. Ah, toi, je ne savais pas. On va en parler après. Mais franchement, j'aimerais, 6 euros le carénage, avant d'entendre Rudy, juste parce qu'on parle beaucoup d'écologie, c'est vrai que dans cette campagne, on a aussi essentiellement parlé de sécurité, de mobilité. Nous en reparlerons dans un instant. On va parler des compétences métropolitaines. Ça aussi, dans les quartiers nord, c'est une préoccupation. La maire du 13-14, Tina Biar-Sansonetti, qui a été élue lors de ces élections, a parmi ses projets soutenus par le maire en mairie centrale la création d'une espèce de coulée verte qui descendrait en ville, d'un grand parc également. Les jeunes ont cette conscience-là, même dans les quartiers nord? Ben oui, pas plus tard qu'hier, moi j'étais au parc Font-Obscur, dans le 13e arrondissement, là où je fais mon activité sportive. Donc c'est un parc verdoyant qui est au cœur des quartiers nord et c'est un espace de convivialité, de rencontres et d'activités sportives. Et ça attire pas mal d'habitants, des jeunes comme des moins jeunes, des mamans, des enfants. Et justement, il faut développer ce genre de parc
dans nos quartiers, surtout dans le 3e arrondissement où il manque d'espace vert. Et on a la chance, peut-être d'être dans les quartiers nord, d'être enclavés, mais on a la chance aussi d'être au pied du massif de l'Étoile et d'avoir un paysage adéquat. Donc il faut justement développer ce type d'infrastructure et bien sûr d'espaces verdoyants. Rudy. Écoutez, moi je rêve de ce monde. Plus de vert, moins de bleu. Plus de vert, moins de bleu. Plus de vert, moins de bleu, moins de bœuf aussi, parce qu'elle a beaucoup de... Allez, moi j'en rêve de ce monde idéal. Je serais ravi que ça se mette en place. Vous savez, je suis content d'aller dans un parc, qu'il y ait des grands arbres, qu'on soit à l'ombre l'été quand il fait 45 degrés, je suis ravi. Mais ce que je veux surtout, c'est que vivre en sécurité dans ma ville, pouvoir travailler dans ma ville, pouvoir sortir le soir dans ma ville. C'est ça d'abord que j'ai envie. Et franchement, je crois que la majorité des citoyens marseillais, c'est un peu comme moi. Ils veulent d'abord ça. Alors après, s'il y a des parcs, tant mieux. On ira se détendre le dimanche parce qu'on aura passé une bonne semaine. Mais j'ai pas envie d'aller me détendre le dimanche parce que j'ai passé une semaine pourrie. Donc, je préférerais d'abord qu'on traite ces problèmes-là qui sont à mes yeux majeurs plutôt que de dire on va faire des parcs et des arbres un peu partout. C'est le signal que vous envoyez à la majorité municipale, notamment. J'en vois pas de signal. Je dis juste le ressenti de citoyen que j'ai, le ressenti policier que j'ai. Ouais. Et je pense que M. Manchon a conscience également de ça. Je pense que la majorité a pris conscience, à mes yeux, un peu tardivement, des problèmes de sécurité. Mais évidemment que ça, on a besoin de tout ça. Et si on arrive à avoir des parcs dans un contexte sécuritaire formidable, vous savez quoi, je serais le plus heureux du monde et je dirais à tout le monde, venez à Marseille, on se régale. Hervé Manchon, la réponse d'Hervé après Omar. Non, c'est un peu gros de dire qu'on en a pris conscience tardivement. On a doublé les effectifs de police municipale. On s'est dit dès le début que sur les caméras de vidéosurveillance, c'était n'importe quoi parce qu'il y en avait une grande partie qui ne fonctionnait pas ou qui était placée n'importe où parce qu'un véhicule avait demandé à tel endroit, on le mettait à tel endroit, mais il n'y avait pas eu une analyse précise de son impact sur la capacité de la police à s'en servir pour réduire la délinquance. Donc, il y a eu un audit laboratoire au début. Donc nécessairement, ces questions-là, elles ont été posées, ça a pris du temps. Je rappelle quand même qu'en 2020, c'était la période Covid, qu'après on a eu un certain nombre d'événements internationaux qui ont influé quand même sur la capacité financière de la ville. Mais s'il n'y avait pas au début une réticence vis-à-vis de ces caméras qui a peut-être évolué dans le temps, une réflexion qui a évolué aux côtés du printemps marseillais ? Eh bien, on aurait laissé les caméras qui ne fonctionnent pas pour faire plaisir aux gens. Il y a des caméras éteintes et personne ne voit qu'elles sont éteintes. C'est ça que vous vouliez ? Non, mais absolument pas. Donc on a pris en main le dossier et la question des caméras, elle se pose ailleurs, c'est de savoir quel logiciel on met dedans et ce qu'on en fait réellement derrière. Donc des caméras éteintes, ça ne sert à rien. Les caméras, elles ne courent pas après les délinquants non plus, donc il fallait faire les choses intelligemment et en partenariat avec la préfecture de police, qui, je le rappelle, a quand même la main sur le dossier. Sur ce mandat, on va créer un poste de police par arrondissement. Ça n'a jamais été vu. On a doublé le nombre de policiers municipaux sur le premier mandat. On va encore le doubler dans le deuxième. Donc la question, elle est prise en main et les gens vont voir du changement. Et bien sûr, les gens s'impatientent. Pourquoi ? Parce que précédemment, on a réduit le nombre de policiers nationaux, parce que le nombre de policiers municipaux stagnait et que les caméras qui existaient, elles étaient placées n'importe où, elles ne fonctionnaient pas. Voilà.